tous et bienvenue sur le Book Club du podcast du Cappuccino des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons plonger ensemble dans l'univers des livres et de l'écriture, mais pas que. Nous avons hâte de partager avec vous nos coups de cœur littéraires, nos auteurs préférés et nos recommandations qui, nous l'espérons, vous inspireront. Que vous soyez un lecteur assidu ou que vous cherchiez simplement une nouvelle lecture, il y en aura pour tous les goûts. Prêt à nous écouter ? Alors c'est parti. Bonsoir à vous, chers membres du Book Club. Comment allez-vous ? Hello. Bonsoir. Salut tout le monde. Ça va va super. Bonsoir. Ça va. Très fatiguée. Alors j'espère que je vais pas cafouiller. Je vous préviens. J'ai déjà cafouillé dès le début. Alors espérons que je vais tenir la route. Bref. Donc si tout le monde va bien, nous allons commencer ce 6e numéro pour lequel nous avons choisi un thème passionnant, la réécriture de contes ou de mythologie. Nous avons hâte de vous faire découvrir plusieurs romans qui s'inscrivent dans ce thème. Et je suis sûre que vous vous demandez quels sont les livres que nous allons vous faire découvrir. Alors, commençons. Aurore, on va commencer trash direct par toi. Comme ça, on est dans le bain. C'est terrible. J'ai choisi une réécriture de Réponse par L.P. Sicard dans la collection Les Contes Interdits. Ouf. C'est vraiment trash pour le coup. C'est une réécriture horrifique en fait du thème de Réponse. Mm-hmm. Donc évidemment, en ce qui concerne le cadre, on va retrouver un hôpital psychiatrique abandonné, des disparitions inquiétantes de jeunes femmes et un chasseur un peu étrange qui se promène dans la forêt. Au niveau des personnages principaux, il y aura donc une jeune fille avec évidemment de longs cheveux, un personnage très étrange, défiguré, qui est mêlé justement à toutes ces disparitions de jeunes filles, et le chasseur qui dès le début nous met dans une ambiance très glauque justement. Quand il chasse, on sent déjà qu'il est un peu dérangé. Ouf. Au niveau du résumé, ce que je peux vous dire, c'est que la jeune fille va se faire kidnapper, on ne sait pas où elle va arriver. Et ensuite, on va la voir dans une sorte de maison de tour, en fait, avec d'autres jeunes filles. Et le chasseur qui parcourt la forêt va finir par tomber justement sur cette fameuse maison. Ok. Par rapport à mon avis, je dois avouer que parfois, j'avais l'impression que c'était du trash pour du trash. Ah. Justement, en fait, j'avais envie de tester un nouveau genre. J'avais jamais fait de conte horrifique. Et je dois avouer que au niveau de l'ambiance, tout y était, sauf ce côté un peu glauque qui tourne un peu vers typiquement vers une ambiance très à la fois sexuelle et vraiment repoussante. D'accord. J'ai pas du tout apprécié cette partie-là du début du conte, justement, où on est un peu trop dans la partie. On sait qu'il va y avoir une dimension sexuelle repoussante qui finalement reste pas tant que ça dans la suite du conte. Et ensuite, c'est juste, on va d'épisode horrifique à épisode horrifique. Vous osez imaginer, la manière dont les cheveux vont être liés à l'horrifique. Et évidemment, c'est affreux, c'est sanglant, c'est très explicite, il y a beaucoup de peur, un peu de course-poursuite. Et je dois avouer que je reste mitigée. C'est une écriture de conte réussie, mais ça m'a pas forcément plu. Est-ce que tu as retrouvé des éléments du conte ? Oui, on retrouve les éléments du conte. La jeune fille qui chante à la fenêtre, les longs cheveux, l'aspect de la jeune fille qui est emprisonnée. Après, on reste très très loin, du. Il n'y a pas de romance du tout. Il n'y a pas de romance du tout. Le but, c'est vraiment de faire peur et surtout qu'il y ait ce côté sanglant, horrifique. Le conte original avait déjà des éléments qui étaient un peu violents quand même. Est-ce que, sans spoiler, tu sais, il y a des choses qui peuvent se retrouver un petit peu ou pas ? Non, justement, en fait, comme il n'y a pas toute cette partie de romance, il n'y a pas les mêmes éléments horrifiques qu'on retrouve dans le conte. C'est horrifique, mais il y aura pas la partie tragique en fait qu'on retrouve dans le conte d'origine. Ou justement la partie genre le prince qui est de la fenêtre, pardon. Exactement. Ok, ce genre de choses. Ok. Moi, je sais que pardon. Tout le monde, désolé. Non, pardon, oui. Je voulais juste savoir là, en termes de longueur, parce qu'un conte souvent c'est quand même un récit qui est assez court, qui est assez ramassé.
là, c'est un vrai long roman ou c'est quoi, une novella? C'est quoi? Non, là, on a pour 200 pages. Oh, quand même. Oui, donc c'est quand même un vrai roman. Enfin, 180. Oui. Ça se lit vraiment très vite. Ouais. En plus, la mise en page, elle est très bien faite. Je sais pas si vous avez vu la couverture de toute façon sur le visuel. Parce que vous l'avez envoyé, elle donne vraiment envie, hein, cette couverture. Ça se lit vite. C'est vraiment quelque chose que j'ai lu en. Toutes les couvertures qu'ils font sur les contes, elles sont incroyables. Hein. Ouais. Mais vraiment, enfin. Mais c'est juste que là, c'est quand même très, très glauque. C'est dommage parce que vraiment la couverture est trop belle. Et je l'avais acheté au Festival du Livre il y a 1 an ou 2 avec La Belle et la Bête. Donc j'ai fini par lire La Belle et la Bête, qui est trop belle comme couverture. Okay. Oui. Aussi. Mais les deux sont tout aussi dérangeants l'un que l'autre. Ils sont très, très bien écrits. Et quand on aime ça, je pense que c'est vraiment très bien. Mais quand on a un peu de mal avec tout ce qui est un peu horrifique comme moi, âme sensible, je recommande pas pour les âmes sensibles. Mais pour ceux qui aiment tout ce qui est horrifique et un peu, justement, qui dérangeant, qui va de frayeur en frayeur, ce sont des très belles récits. C'est un peu gratuit, quoi, finalement, ce qu'ils ont rajouté de dérangeant et d'horrifique. Ça se justifie pas forcément toujours, c'est ça, si j'ai bien compris. Dans Réponse, oui. Alors, La Belle et la Bête. Je dirais que non, finalement, j'ai choisi Réponse parce que c'est vraiment le premier que j'avais fait. Mais dans Réponse, il y a 1 ou 2 scènes que je trouvais gratuites. D'accord. Okay. Et au niveau de l'écriture, tu disais que c'est bien fait ? Pour le coup, oui, c'est bien fait. C'est accessible. Au niveau de l'écriture, ce ne sera pas de l'écriture très dentelée, j'ai envie de dire. C'est pas l'écriture pour l'écriture, mais c'est très bien fait dans le sens où on est dans l'atmosphère. On ressent l'atmosphère. D'accord. Donc, si on accepte justement de faire la suspension d'incrédulité, si on accepte d'être à fond dans l'histoire, c'est plausible. Enfin, c'est très bien fait. D'accord. Et par rapport à La Belle et la Bête, en comparaison, l'écriture, c'est le même auteur ou c'est pas le même auteur. D'accord, il y a plusieurs auteurs. Réponse, c'est L.P. Sicard, et donc sont 2 hommes. Et La Belle et la Bête, c'est Simon Rousseau. C'est pas du tout le même auteur et je crois que j'ai préféré peut-être l'écriture de La Belle et la Bête parce que il m'a vraiment j'étais beaucoup. Après c'était peut-être parce que c'est ma 2e lecture horrifique, je savais plus à quoi m'attendre, mais j'étais beaucoup plus dans l'histoire justement, j'étais un peu plus je me suis vraiment laissée avoir et il y a un plot twist au milieu que j'avais pas forcément vu arriver. Donc, d'accord. Donc, au niveau écriture, c'est plutôt bien réussi. Après, il y a juste des scènes qu'on aurait pu éviter, surtout pour ceux qui ont une âme sensible et qui ont le cœur et le palpitant un petit peu trop fragile. C'est ça. Âme innocente s'abstenir pour moi. Enfin, vraiment. Ok. Donc, pour un public averti et qui sait s'attendre au fait qu'il y aura des scènes trashounettes. Exact. Ok. Bon. Oui, Amélia. Juste après, c'est vrai que la série, elle est hyper marketée pour expliquer que les contes interdits, c'est vraiment le but de faire du gore ou du trash. Donc effectivement, si tu voulais essayer l'horreur et le un peu flippant, pas sale, mais vraiment poussé, effectivement, t'as pris la grande porte. Oui. On va dire. Oui, mais en plus, c'est que je les ai fait dédicacer quand je les ai pris, il y avait les auteurs. Et ils m'ont vraiment regardé de haut en bas en me disant « Mais vous... » En plus, ils avaient l'air tellement gentils, jeunes, gentils. Ils étaient du Québec, je crois. Et ils m'ont vraiment regardé en disant « Vous vous rendez compte que c'est pas le conte de fées, hein. C'est pas du Disney. » Ils m'ont vraiment redit et redit. Et j'ai dit « Oui, je veux vraiment tester l'horrifique. » Et je me dis que par les contes, les réécritures, c'est sympa quand même de tester ça. Et je pense que sans le côté réécriture, j'aurais pas forcément apprécié. J'aurais pas du tout apprécié. Donc, alors que là, je sais que je vais les garder à la maison. Je me dis, surtout La Belle et la Bête, j'étais vraiment tellement dans le plot twist que. Ok, heureusement que les livres sont pas très longs, du coup. Ça serait. Ah non. Ok. Non, faut le lire en une fois. En tout cas, j'ai apprécié le lire en une fois. Une seule. Je crois qu'il existe des versions audio. J'avais vu une booktubeuse qui écoutait ça dans sa voiture. Oh là là. Oui. Je ne prendrais pas ça en voiture, mais... Ah non. Moi non plus, mais bon. Déjà qu'à lire, j'étais rouge. Je me disais, oh là là, je suis en train de lire ça. Je ne les ai même pas lus dans le métro ni rien, je les ai lus chez moi. Déjà qu'à lire, j'étais rouge en me disant, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Alors, je n'ose pas imaginer quand c'est en Bluetooth dans la voiture. Ouais. Donc, tu laisses la fenêtre ouverte à côté, ils entendent des scènes comme ça. Je ne peux pas imaginer. Ça doit bien faire flipper, oui, effectivement. Mais vraiment.
Bon, moi, j'avoue que j'irai pas vers ce genre de littérature. Trash pour le trash, c'est pas mon truc. Et si tu aimes les contes, tu vas être déçu. Parce que, moi, j'aime beaucoup, beaucoup les contes. Mm-hmm. Je suis très à l'affût des détails et tout. Et je trouve que les liens aux contes pour moi, sont trop légers. Par exemple, moi, j'ai lu La Reine des Neiges et c'était un peu trop léger, le lien au conte. D'accord. Oui, le conte est un prétexte au projet de ténèbres, de gore, etc. Mais si tu aimes les contes, c'est pas assez. Moi, on n'utilise pas assez la matière du conte. C'est ça. C'est vrai que pour Réponse, il aurait pu avoir plus de liens. Vraiment, il y a matière à utiliser le conte d'origine pour faire de l'horreur et du trash. Et là, c'était très éloigné. C'est une excuse pour reprendre juste l'histoire des cheveux et. Ok. Alors que c'est dommage parce qu'effectivement, le concept des contes, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on dit que c'est des contes, c'est des histoires pour les enfants, mais effectivement, ils ont toujours une teneur très sombre, des éléments qui sont très glauques, et ça aurait pu être travaillé fois 1000 pour obtenir quelque chose comme ça. Et moi, je trouve qu'à chaque fois, le conte, en fait, il se dilue trop ou il est trop loin. Voilà. Mm-hmm. Moi, en tant que fan de contes, je sais que à chaque fois, j'étais un petit peu. Bon, la sauce glauque, elle est là, mais le conte, il est pas trop. C'est ça. Bon. Même La Belle et la Bête, en tout cas, celui-ci peut complètement exister sans le conte. Hein. Il n'y a pas de. Ok. Il y avait des scènes tellement affreuses dedans. Je suis en train de me rappeler justement de ce que j'ai lu et je me dis. Je crois que je sais ce que tu as lu. Ah là là, mais après, il faut lire des choses beaucoup plus soft. Hein. Ou alors, si on aime vraiment ça, faut. Vraiment, je comprends pourquoi il y a des personnes qui aiment ça, mais il ne faut pas oublier de. Après, il faut manger un cupcake avec de la poudre rose dessus pour équilibrer. C'est ça. Ok. Je me souviens, à Rennes, quand j'avais des scènes un peu comme ça, ou quand je regardais des séries qui étaient très trash, 13 Reasons Why, où ça m'avait vraiment bouleversée, je sortais prendre un milkshake. Et je trouve que j'ai la même envie après avoir lu ces bouquins. Ok. Bon. Sinon, après, il existe aussi l'analyse des contes de fées de Bettelheim en psychanalyse et en psycho, qui avait été pour moi une belle découverte des contes. Une autre façon de voir les contes. Je crois que c'est lui qui a dit, dans les contes, il y a toujours du sexe et du sang. Oui, exactement. C'est possible, je me souviens plus. Je vous recommande la BD de Lou Luby qui s'appelle « Et il meurt à la fin ». En plus, elle est superbe. Et en fait, elle décortique vraiment, vraiment bien les contes. Et elle dit, par exemple, que Cendrillon, c'est une origine asiatique. Et c'est pour ça qu'on retrouve, vous savez, les pieds lotus des... D'accord. Quand on mutilait les pieds des jeunes filles. Et même le culte pour la petitesse du pied. Exactement. Mais il est super bien. Et pareil, elle dit à quel moment aussi en France, par exemple, on a décidé de mettre vraiment beaucoup de sexe dans certains contes. Parce qu'il y a un homme qui s'est dit c'est plus pour les adultes que pour les enfants. Et en fait, il a biaisé l'histoire. Je suis assez malheureuse parce que ce livre, il est sorti après que j'ai fait mon mémoire sur les contes. Oh, c'est dommage. Voilà. Mais elle fait des super choses. En tout cas, elle a fait d'autres BD incroyables. Mais pour les contes, celui-ci, je le recommande vraiment, vraiment. C'est un très beau cadeau à faire. Bon, écoute, on va noter. Il faudra juste que tu vas... C'est édité chez qui ? C'est une... Delcourt. D'accord. Ok. Bon, on note alors. Ça marche. Bon, si on passait à peut-être quelque chose d'un petit peu plus joyeux, comme Morgane Pendragon, Archie ? Joyeux, ou je sais pas, moins glauque certainement. Okay. Donc oui, moi je vais vous parler de Morgane Pendragon, ou Pendragon, je sais pas comment on dit, moi j'aime bien dire Pendragon, mais parce que je me la pète, parce que je prends l'accent anglais, mais c'est tout. De Jean-Laurent Del Socorro aux éditions J'ai lu, en poche. Donc ça a pour cadre l'île de Bretagne au début du 7e siècle. Et les personnages principaux sont, comme le titre l'indique, Morgane Pendragon, Arthur, tous les personnages de la légende de la table ronde et du mythe arthurien. Ok. Puisque c'est une revisite de la légende arthurienne. Pour commencer, je vais peut-être vous lire le 4e de couve, c'est encore le plus simple pour vous donner une idée du roman. Oui. Alors, en 601, île de Bretagne, depuis la mort d'Uther Pendragon, aucun héritier n'est monté sur le trône. Pour cela, il faudrait réussir à extraire de la pierre l'épée du défunt monarque. Les prophètes en sont pourtant persuadés. Un nouveau roi va naître. Si le puissant Merlin a la certitude qu'il s'agit de son protégé, le jeune Arthur, c'est Morgane, la fille cachée d'Uther, qui s'empare de l'arme. Réussira-t-elle à faire face aux guerres, aux intrigues et à s'imposer comme une souveraine légitime ? La légende morganienne ne fait que commencer. Ok. Alors, pour commencer, il faut se rappeler que la légende arthurienne a de nombreuses versions.
qui changent en particulier en fonction des époques. Là, pour le coup, l'auteur précise que ces sources sont basées a priori sur les écrits de Chrétien de Troyes, de Robert de Boron et surtout de Thomas Malory. Thomas Malory, c'est, on va dire, la source principale de toutes les œuvres qu'on connaît, nous, et qui ont servi, par exemple, pour le Merlin l'Enchanteur de Disney, ou pour le film Excalibur de John Borman dans les années 80. On va dire que dans l'inconscient collectif, la mythologie arthurienne, elle vient essentiellement de Thomas Malory. Ok. Donc, on est, dès le départ, quand même en terrain connu quand on commence Morgan Pendragon. Alors, comme dit la 4e de couve, le récit commence quand Morgane retire l'épée du rocher. C'est bien Morgane et non pas Arthur. C'est bien là tout l'intérêt du roman. Elle devient donc reine du royaume de l'ogre. Et avec ce postulat, l'auteur tisse la légende en gardant tout le sel de la légende, mais en ouvrant le champ des possibles pour une revisite où il enlève tous les a priori de genre. C'est clairement un roman féministe, c'est une volonté, je pense qu'il l'affiche et pour le coup je l'ai acheté aux Imaginales, il était en dédicace, on a pu en parler un peu. D'accord. L'idée c'est que les femmes sont des chevalières, pour la plupart en tout cas, elles combattent à l'instar des hommes, ça ne fait même pas l'objet d'un questionnement. Les héroïnes ici, elles guerroient, elles se battent dans les tournois, elles régissent des terres, des royaumes, elles représentent leur peuple exactement au même titre que les hommes. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de question de « oh, c'est particulier de voir une femme se battre lors d'un tournoi ». Non, c'est normal. C'est tout aussi normal qu'un chevalier homme... voilà, la question se pose même pas. Et ça, c'est assez réussi. Du coup, forcément, elles ne sont pas cantonnées à des rôles de dames de cour, de sorcières ou de fées, comme on avait l'habitude de les voir pour la littérature du Moyen-Âge. Ici, vraiment, femme ou homme, ça importe peu, au final. Et au-delà de l'intrigue, c'est, je pense, la vraie grosse valeur ajoutée du roman de Del Socorro. En fait, il fait de la matière de Bretagne le terrain d'une légende où les destins sont moins contingentés par le genre que par les décisions et les choix des personnages. D'accord. Le genre des personnages, finalement, est assez annexe. Donc, la véritable refonte, c'est l'arrivée au pouvoir de Morgane, la façon dont elle va s'occuper de son royaume, des intrigues politiques et des jeux de pouvoir. Elle n'est plus du tout l'image de la fée Morgane qu'on a l'habitude d'avoir. Elle devient Morgane la reine, pour le coup. Un autre intérêt du roman, c'est que on a le point de vue d'Arthur. Qui lui est le futur roi, mais frustré, puisqu'il l'a pas été finalement. Il reste l'amant de la reine. On assiste à tous ces questionnements, sa propre quête pour trouver lui-même sa place dans la légende, puisque dès le départ, il l'a perdu, la place qu'il devait avoir dans la légende. Donc, il doit exister. Et c'est un des intérêts aussi, c'est que ce personnage-là devient une espèce de personnage secondaire qui cherche à être quelqu'un en étant personne. D'accord. Ou en tout cas en étant un personnage vraiment secondaire, pour le coup. Leur histoire d'amour donc de Morgane et lui est d'ailleurs vraiment un des points forts du récit. Il sera toujours dans la balance du règne de Morgane. Il y aura toujours cette question, comment vivre son amour pour Arthur tout en répondant aux obligations de son statut et de son attirance à elle pour Guenièvre. D'accord. Puisqu'elle vivra aussi une histoire d'amour avec Guenièvre. En fait, c'est un des autres intérêts du roman, c'est que la légende est changée du point de vue de Morgane et d'Arthur, mais que la plupart des autres éléments de la geste arthurienne demeurent. On a toujours la reine Guenièvre, on a toujours la présence de Merlin qui est le mentor d'Arthur, les chevaliers et les chevalières de la table ronde. C'est vraiment l'accession au trône de Morgane qui induit la revisite, mais sinon tout le reste du mythe est respecté. D'accord. Sinon, j'ai adoré la manière dont l'auteur met aussi en scène l'autre monde, celui de la magie et des fées, et l'arc narratif qui en fait partie, et qui est celui du roi pêcheur et du Graal. En fait, l'enjeu de l'enchantement et de la magie contre la réalité de la guerre et de la politique. J'avais peur que ce soit un peu oublié dans le roman. Mais en fait, c'est quand même une part importante de la légende et j'ai eu plaisir de le retrouver. Il a quand même bien retranscrit ici. Et d'ailleurs, c'est, je pense, le moment où le roman reprend un peu de son intérêt.
après une phase basée sur les intrigues politiques, les batailles, etc. Où finalement, personnellement, j'ai eu un peu plus je me suis un peu plus ennuyé, et ça repart quand cette partie-là de l'histoire revient et qu'on reparle de la magie finalement. D'accord. Pour la structure du roman, on est sur une alternance de 2 points de vue, un chapitre après l'autre. D'abord un chapitre sur Morgane, puis Arthur, puis Morgane, puis Arthur. Point de vue à la première personne systématiquement. Ok. Pour le coup, donc contrairement à la légende originelle, c'est donc Arthur qui est dans l'ombre de la légende, et c'est Morgane qui est au premier plan, avec toutes les contingences d'un royaume à diriger. Arthur, lui, c'est le personnage le moins reluisant du duo, qui peut être éventuellement tenté par la traîtrise, tout en cherchant à rester vertueux. Et ça, c'est aussi une vraie originalité par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Le roi Arthur, c'est pourtant c'est a priori quelqu'un qu'on a plutôt l'habitude de voir comme quelqu'un de lumineux et on va dire, à la quête du Graal. C'est lui qui dirige les choses, c'est lui qui emmène. Ben là, pour le coup, c'est tout le contraire. Del Socorro, c'est largement documenté. Ce qui est chouette, c'est qu'à la fin, il donne ses sources. Il explique au lecteur le choix de la période historique, les raisons de quelques libertés qu'il a pris avec l'histoire originelle. Il donne une liste précise des ouvrages, films, séries, documentaires, etc., qu'il a pu utiliser pour son travail préparatoire. Et en ça, il s'inscrit complètement dans la lignée de tous les auteurs et toutes les autrices qui ont pu écrire ou réécrire la légende arthurienne depuis des siècles. Puisque c'est une des vertus de cette mythologie, l'histoire se réinvente et se réécrit sans cesse. Et pour ça, en tout cas, c'est exactement ce que fait Jean-Louis Del Socorro avec Morgane Pendragon. D'accord. Au final, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai pris vraiment du plaisir à retrouver les personnages que je connaissais de la mythologie arthurienne dans un récit qui bouleverse les codes. J'ai trouvé ça rafraîchissant. Je me suis très peu ennuyé, à part cette petite passade dont je vous ai parlé. J'ai lu le roman en 3 ou 4 jours. Enfin, voilà, effectivement. Oui. Il fait 400 pages. Alors justement, les 400 pages, c'est peut-être une des raisons de mon petit bémol. J'ai une sorte de petite frustration. J'ai trouvé sur la totalité de l'intrigue que ça manquait un tout petit peu de relief. D'accord. Et je pense que ça doit venir de la volonté de l'auteur justement de résumer l'intrigue sur 400 pages. Parce que c'est pléthorique, quoi. Hein. Il y a moult légendes en fonction des chevaliers, en fonction de plein de choses. C'est voilà. Et pour le coup, donc en 400 pages, peut-être que c'est un peu trop court. Pour tout ça. Après. C'est peut-être juste son style aussi qui veut ça et sa volonté. En tout cas, ce qui est certain, c'est que lui, il a vraiment voulu mettre en avant le personnage de Morgane, Arthur dans un second plan. Donc, on va dire que c'est le duo qui est mis en avant. Donc, on est vraiment axé sur ces 2 personnages, même s'il y a évidemment plein d'autres personnages, mais c'est quand même eux le vrai sujet du roman. Alors que ce que moi j'aime dans la mythologie arthurienne, c'est justement que le personnage principal de la mythologie, c'est la légende en elle-même. C'est tout ce qui tourne autour. C'est que Merlin ne va pas sans Arthur, qui va pas sans Morgane, qui va pas sans Guenièvre, qui va pas sans Mordred, etc. Tout est lié. Toute la quête, elle est liée à chaque fois. Et ça, pour le coup, on l'a un peu moins. Mais je pense que c'est vraiment sa volonté et que c'est vraiment du coup qu'un avis qui est très 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 subjectif. Et pour autant, vraiment, ça n'a pas du tout entaché le plaisir de la lecture. C'est juste que peut-être un peu plus de relief, ça m'aurait encore plus tenu en haleine pendant tout le roman, quoi. Et oui, vas-y, je t'écoute. Et là où tu penses que ça manquait de relief, c'est par rapport parce que tu parles beaucoup des personnages, donc c'est la profondeur des personnages, ça allait, la complexité de leurs émotions, le panel des... Oui, en fait, ça, c'est très bien. Oui. Les personnages, j'ai aucun problème avec ça, mais c'est justement comme c'est axé essentiellement sur eux, on perd un peu de l'histoire et de la légende, je trouve. D'accord. Et moi, c'est ce que j'aime là-dedans. C'est pour ça que je dis que c'est subjectif, hein, c'est que moi, c'est un peu ce que j'attends de tout ça. Pour le coup, et d'ailleurs, je comprends très bien son postulat de départ, c'est de mettre un personnage en particulier en avant, Morgane, et que c'est tout l'intérêt de son travail. Donc, je comprends tout à fait son a priori, mais moi, du coup, il m'a manqué un peu quelque chose. Il m'a manqué un peu tu vois, de chevalerie, un peu de mythologie, d'enthousiasme dans tout ça, quoi. Voilà. C'est vrai que dans ce que tu décris, on se concentre beaucoup en fait sur la dynamique entre les personnages plus que, je veux dire que sur le monde. Et puis le cadre, ouais.
C'est ça. Parce que après, dans tout le, on va dire on va dire la première moitié du roman, on est vraiment sur donc Morgane qui accède au trône et tout ce qu'elle doit mettre en place pour asseoir son statut de reine, régner sur l'ogre, rallier les clans, etc. Donc il y a beaucoup de background qui est expliqué, mais on reste sur sa vision à elle de comment elle doit procéder pour y arriver. D'accord. Donc ça reste sur le personnage lui-même et c'est franchement très très bien rendu. En plus il écrit évidemment très très bien, donc c'est vraiment chouette. Mais ça manque un peu de cette espèce de magie chevaleresque qui aurait d'ailleurs effectivement pu très très bien fonctionner sans aucune contingence de genre pour le coup. C'est pas ça qui manque. C'est pas du tout au contraire. Je trouve que c'est très très bien rendu. Il a très très bien fait le boulot pour ça. Mais c'est juste finalement, les personnages, quand on connaît un peu la mythologie au départ, en fait, on les connaît déjà. Et donc, le fait que ça switch entre Arthur et Morgane, l'idée est super au départ, mais il n'y a plus trop de surprises sur tout le reste. Voilà. C'est un peu ça, je pense aussi, qui joue. Après, voilà, je pense que c'est une lecture qui est quand même hyper intéressante. C'est un peu une sorte de pendant aux Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Marion Zimmer Bradley, elle a vraiment une vision féminine du mythe, où on suit le mythe, mais par les yeux des femmes. Mais par contre, le mythe reste le mythe originel. C'est toujours Arthur qui est sur le trône, etc., etc. Là, on a carrément les femmes qui prennent le devant de la scène et les places qui s'échangent. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Ok, ça fait une autre vision de cette mythologie arthurienne. Du coup, morganienne. Voilà, morganienne, exactement. Ça marche. Bon, ouais, effectivement, ça a l'air sympa. Après, moi, ça me fait penser, quand tu disais au début que tout était normalisé, mais moi, j'avais cru comprendre en écoutant un podcast qui s'appelle Passion médiéviste que les femmes, à l'époque, elles faisaient aussi des choses avant que les hommes ne décident d'en faire autrement. Les femmes pouvaient tout aussi bien travailler qu'eux, tout aussi bien faire des choses ou mener la maison quand eux partaient en croisade ou en guerre ou etc. C'était elles qui tenaient les rênes, en fait. Et sauf erreur, et mes amis du Centre de l'Imaginaire Arthurien à Brocéliande me taperont sur les doigts si je dis des bêtises, mais il y avait des femmes chevaliers pour le coup. D'accord. Donc c'est juste que on va dire dans l'inconscient collectif, dans la mythologie qu'on nous a appris ou des images d'épinal qu'on peut avoir sur cette mythologie-là. Parmi les chevaliers de la table ronde, il y a des chevaliers quoi. C'est autour de la table ronde, c'est les chevaliers, c'est les hommes. Donc pour le coup, en ça, c'est une vraie revisite. Ok. Mais je suis d'accord avec toi, les femmes avaient beaucoup plus de pouvoir de possibilités, et de statut que ce qu'on imagine au départ. Ouais. Du coup, juste pour info, si vous vous intéressez à l'histoire, donc il y a le podcast Passion médiéviste, mais ils ont fait aussi Passion antiquité. Moi, j'adore. Sur le principe, j'en ai déjà parlé dans un des épisodes précédents parce que je m'en étais servi pour parler de l'inspiration. Et en fait, ils se basent... ce sont des doctorants, des souteneurs de thèse, on va dire ça comme ça, qui sont interviewés en fait pendant les podcasts et ils sont interviewés sur leur étude de recherche. Ce qui fait qu'en fait, c'est des points d'étude auxquels on pense absolument pas quand on parle de l'histoire. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'il te montre un pan d'histoire que tu ne vois pas à l'école, en tout cas pas en ce qui concerne nous, ceux qui font pas des études d'histoire, j'entends. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, si vous aimez l'histoire, Passion antiquité, Passion médiéviste, c'est Kwan Moreau, j'ai oublié son prénom, à la jeune femme qui présente, c'est quelque chose, Kwan Moreau. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Moi, j'adore, en tout cas. Donc, voilà. C'était juste une petite aparté. Et tant qu'on est sur les clins d'œil, moi j'encourage celles et ceux qui justement aimeraient découvrir ou redécouvrir la mythologie arthurienne, d'abord à se rendre en Bretagne, à Brocéliande et en particulier au château de Compère où se trouve le Centre de l'Imaginaire Arthurien, et de lire les ouvrages de Claudine Glo, qui est la fondatrice du Centre de l'Imaginaire Arthurien et qui a fait un travail depuis des dizaines d'années assez phénoménal sur la mythologie arthurienne au sens historique, mais aussi très très large sur les faits, sur les légendes de Bretagne, sur plein de choses. Et c'est vraiment passionnant, c'est un de science.
Et là, il me semble qu'elle va rééditer cet été le roman qu'elle a écrit avec, je ne sais plus qui est son co-auteur, mais en tout cas, c'est un roman qui était auparavant paru en 2 volumes et qui reprend toute la mythologie arthurienne des départs jusqu'à la fin. D'accord. En 2 volumes pour le coup, et ça permettait effectivement d'avoir une sorte de résumé, mais quand même très détaillé et très documenté sur toute la légende. Voilà. Ok. Eh ben on note. Comme ça, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, c'est parfait. Alors, on va passer maintenant à Amélia. Quel est le conte ou la mythologie que tu as choisi de lire en réécriture ? Bien, la lecture que je vais proposer va être presque au croisement entre Aurore et Archie parce que c'est une réécriture de conte, mais le twist, il va être un peu proche de ce qu'a lu Archie. J'ai choisi de lire et de présenter pour ce book club le roman Fleur d'épine de Sandy Ruperti, qui a été publié chez Magic Mirror Edition. Donc, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans l'édition de romans qui revisitent et réécrivent des contes, que ce soit dans le futur, du point de vue du méchant, etc. Et là, dans Fleur d'épine, on réécrit La Belle au bois dormant. Ok. Voilà. C'est un conte qu'on connaît très très bien. C'est un conte qui est très repris, même si c'est moins que La Belle et la Bête ou La Petite Sirène ou Le Chaperon Rouge, par exemple. Et pour autant, on voit que l'autrice, dans le roman, elle propose un premier twist intéressant, et c'est en ça que je disais que ça peut rejoindre la lecture un peu d'Archie. C'est qu'on ne va pas tellement suivre le prince sauveur, mais la sœur du prince. D'accord. Dans cette quête. Et c'est avec elle qu'on va suivre l'aventure. On va donc suivre la jeune Ariane, une princesse qui aime vivre d'autres vies à travers les livres. Elle lit énormément, d'autant plus qu'elle est insomniaque. Et des déguisements, parce que des fois, elle fuit le château sous un autre vêtement d'homme, de pauvre, etc. Et c'est pour oublier qu'à ses premiers saignements, elle se rentrera sur le marché, entre guillemets, du mariage. Or, en voyant que son frère revient et qu'il a été nommé chevalier, qu'il a son écuyer et qu'il est désigné pour accomplir la quête légendaire de réveiller la princesse endormie dans un château lointain, eh bien, elle a envie d'aventure. Un concours de circonstances va réaliser son vœu et elle va se retrouver donc avec son frère chevalier et l'écuyer de celui-ci qui est un peu spécial. Ok. Réécrire La Belle au bois dormant, moi j'aimais bien, je voulais m'intéresser à ce roman parce que, entre guillemets, réécrire ce conte, ça pourrait être très facile. On a la quête, on a l'objectif et la résolution. Bon, on sait qu'il nous faudra un chevalier, on peut saupoudrer ceci, cela, de quelques personnages, péripéties un peu originales, mais c'est vrai qu'on pourrait très vite se dire que c'est peut-être un conte facile à revoir, je sais pas. Bon. Et l'autrice, justement, arrive à faire quelque chose de très, très twisté, mais en même temps, on reste très proche de la matière originale. Alors, premièrement, dans Fleur d'épine, j'ai dit, comme on l'a dit, on ne suit pas le prince. Ce n'est pas le héros principal, c'est sa sœur, la princesse Ariane. Et petit twist supplémentaire sur le prince, il est absolument imparfait. Il est trop stressé, trop maladroit, trop simplet, il aime les fleurs. Bref, ce n'est pas le prince tel qu'on le verrait dans les contes, en fait. C'est pas le héros héroïque, c'est pas la boule de courage montée sur son cheval blanc, pas du tout. Et c'est ça qui est assez intéressant parce qu'il forme un contraste. C'est l'écuyer qui est extrêmement calme, avisé, astucieux et qui lui sauve la peau du dos, restons polis, 3/4 du temps. D'accord. Et hors de ça, à côté de ça, on a aussi quelque chose qui va plus loin, plus en profondeur dans le conte, parce que puisqu'on suit Ariane, qui est une jeune princesse, comme on l'a dit, qui n'a pas envie d'être mariée tout de suite, qui a envie de vivre un peu sa vie pour elle-même avant, eh bien, on va justement porter un autre regard sur le conte. On va voir le côté qui n'est pas épique et grandiose, romantique, disons, parce qu'il faut un baiser pour sauver cette jolie princesse qui attend le secours d'un prince charmant. Mais on va plutôt avoir de la pitié pour la belle endormie. On va beaucoup réfléchir sur... Et en fait, que va vivre la princesse à son réveil ? Il y a eu 100 ans qui sont passés.
Elle va peut-être plus connaître personne, elle va pas connaître la personne qui l'a réveillée. Enfin voilà, il y a des réflexions de ce genre sur le conte de base, parce qu'il faut quand même reconnaître que bon, on dit toujours elle va être réveillée, ça va être cool, mais elle a 100 ans. C'est un peu une facilité de réflexion. Voilà. On a aussi quelque chose qui est raffiné, enfin je veux dire qui est très travaillé sur ce qui est le merveilleux dans ce conte. Parce que là, il va être légèrement revu et corrigé. Les fées sont dangereuses et leurs sorts sont terribles. La vérité derrière le maléfice est infiniment plus compliquée. Donc pourquoi est-ce qu'on a endormi la princesse ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu tout ça ? C'est pas juste parce qu'on a rendu jalouse une fée qu'on n'a pas invitée à un banquet. C'est tellement, tellement plus compliqué que ça. D'accord. Et la quête a fait aussi un pas de côté dans... Je vais pas spoiler, mais on va dire que tout est bien qui finit bien, oui, mais pas du tout comme le conte ou le Disney. Ok. Et ça, c'est hyper original. Autre chose, l'autrice joue avec la matière des contes. Elle en réécrit un, La Belle au bois dormant, mais à côté, on va aussi voir des éléments habilement mêlés venus d'autres contes. Je vais en citer qu'un seul parce qu'en fait, il y en a plein et je vais pas spoiler parce que c'est vraiment à découvrir. C'est la petite pépite au détour de l'histoire. Mais par exemple, on va convoquer le Petit Pousset. D'accord. Ok. Voilà, par exemple. Et ça va s'inscrire dans la quête, l'histoire, sans que ça fasse un rajout. C'est vraiment comme si les contes se croisaient. Ok. Et moi, j'ai énormément aimé. On a également un peu de mythologie antique, en même temps avec une princesse appelée Ariane. Oui. C'était pas... Enfin, on pouvait s'y attendre ou pas, mais voilà. Il y a aussi des clins d'œil très subtils au Disney, et j'ai aimé... Alors moi, j'aime les contes de fées. Je vais me faire jeter des tomates, mais j'assume. Mais je n'aime pas les Disney. D'accord. Voilà. Je n'aime pas les Disney, mais j'ai aimé les clins d'œil qui étaient faits, et j'ai énormément aimé ce que ça apportait au twist choisi. Voilà, parce que on va convoquer le Disney pour faire quelque chose dans le conte, et j'ai beaucoup aimé. Ok. Voilà. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé parce que on connaît La Belle au bois dormant, on le retrouve absolument dans la réécriture de Fleur d'Épine faite par Saint-Ruperti, il n'y a pas de souci. Mais cette réécriture, on est vraiment une. Elle est totalement réussie. On a les éléments clés, ils sont parfaitement discernables, mais c'est pas juste une inspiration. Et on a autant un récit inédit et plutôt imprévisible si on voit, par exemple, tout ce qui pourrait être la quête toute faite. On a vraiment des choses qui sont ajoutées intelligemment, des sorties de route qui permettent de visiter un peu plus la matière merveilleuse, donc la matière de conte, avec les autres contes, avec la mythologie, avec tout ça. C'était vraiment très riche, sans être lourd du tout. D'accord. Alors, si en plus d'un point de vue, on va dire purement lecteur, on oublie le côté réécriture, on a quand même un très bon suspense qui est géré avec l'alternance entre la quête d'Ariane et des morceaux du passé, donc au moment où il y a eu le terrible événement qui a abouti au maléfice de la princesse. On a des personnages qui sont, moi je trouve vraiment très attachants, même l'écuyer qui est assez agaçant en fait. Avoir la réponse à tout et être aussi froid, ça pourrait être chiant à la longue, mais en fait, avec tout ce qui va être dit sur lui, il y a quelque chose qui le rend attachant. D'accord. Même le prince maladroit au possible, il est mignon parce que, par exemple, une des questions dans le roman, c'est aussi être frère et sœur, la question d'être frère et sœur. Donc avec Ariane, il y a quelque chose, il y a une dynamique qui se crée, qui se défait, et c'était très intéressant à suivre aussi. Par exemple, le prince, il n'est pas tout seul, il est avec sa sœur, et ça a une importance. D'accord. La plume, elle est toute en douceur, avec des métaphores. Bon, voilà. J'étais à 2 micro-millimètres du coup de cœur. Ah, mince. Pourquoi ? Oui. Parce qu'à la fin, on a quelque chose qui est introduit. Il y a un élément qui est dit. Et le roman se termine après. Ah. Du coup, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'autrice a écrit un spin-off dessus. Ok. Il me reste plus qu'à le lire et c'est bon, coup de cœur, il est validé. On est sur un 20 sur 20. D'accord. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai appris que la maison d'édition allait fermer. Ah. Oh non. Voilà. Donc à part d'occasion... J'ai fini la lecture, j'étais en mode « Oh non. Ah non !» Mais
Attends, tu veux dire que c'est donc le spin-off qui sera jamais édité au final, c'est ça? Si, en fait, le spin-off, l'autrice le met sur son site. L'autrice est la gérante de Magic Mirror Édition. Bon, elle a suivi le parcours à l'anonymat et tout, hein. Mais donc voilà, elle a sorti le livre chez Magic Mirror et elle offre un bonus, le spin-off, sur ce micro petit point qu'elle disait pas à la fin du livre. D'accord. Donc après, je sais pas ce que deviendra ce roman. La maison d'édition Magic Mirror ferme à la fin de l'année. Mais donc, voilà, j'étais un peu dégoûtée quand je finis le livre et que j'apprends ça. Bah oui. Voilà. Alors, je vais peut-être le commander avant qu'il soit en rupture parce que ça donne vraiment, vraiment envie de le découvrir. Ouais. Alors, je l'ai lu en numérique, mais je crois que c'est 300 pages quelque chose. Oh, ça va. Ça va. Non, ça va. Et je vais pas... Enfin, voilà, je suis pas rémunérée ni rien, mais j'aime vraiment cette maison d'édition parce que le travail qui est fait sur les contes de fées, c'est pas... ça n'a pas suivi parce que, par exemple, il y a eu toute la mode des réécritures de contes à une époque. Et c'était vraiment pas l'objectif de la maison d'édition. Il y avait vraiment un travail pour rendre honneur aux contes. Donc j'ai dit, par exemple, aussi travailler les points de vue des méchants, mais pas juste pour faire des romantésies inversées, comme on peut voir certaines fois, ou essayer de l'envoyer dans le futur, un peu à les chroniques lunaires, ou ce genre de choses. Il y a vraiment un gros intérêt sur les contes. La matière qu'on réutilise, elle doit vraiment être faite à bon escient et c'est pas juste pour vendre un roman qui est en plus avec des contes dedans et c'est un argument marketing. Non, Sandy Ruperti, qui est donc l'autrice du livre que je viens de vous présenter, la directrice de la maison d'édition, elle a vraiment cet intérêt sur les contes de fées, un amour pour les contes de fées et c'est ce qu'elle prônait toujours. D'accord. Les contes de fées doivent être au cœur du roman et on doit leur rendre honneur, les travailler, leur donner un petit coup de frais si c'est des contes oubliés, parce qu'elle voulait aussi qu'il y ait des contes oubliés dedans. Et je trouve que c'est vraiment une maison d'édition qui était hyper chouette parce que pour ça, donc moi j'ai fait un mémoire sur les contes de fées. Et j'ai toujours admiré ce qui était réalisé dans les romans. Voilà. Ok. Donc je suis 1000 fois plus dégoûtée de l'avoir fermée. Ben oui. Et du coup, autant pour Aurore, c'était assez clair. Autant pour ton roman, c'est destiné à un public adulte ou ça reste pour, on va dire, un lectorat plutôt jeune? Pour moi, c'est du young adulte. Oui. C'est pas adolescent, mais c'est pas du adulte, quoi. Ok. Ouais, c'est facile à lire. Ouais. Et pas de scène spicy. Et que je sache, dans aucun Magic Mirror, il y a des trucs trash. Ou spicy. Non, je crois pas, non. Ok. Non, je crois pas. Tout ce que j'ai lu, il y avait des choses, il peut y avoir un peu de violence, par exemple, c'est les dragons de l'impératrice, donc ça réécrit Mulan et la princesse Turando, une légende chinoise, une princesse qui est tuée ses prétendants. Il y a un peu des meurtres et il y a un peu de la guerre, mais je sais pas plus violent. C'est voilà. Certains autres romans, mais... Ça va, ça passe. Ouais, complètement. J'ai jamais vu de ce qu'on... Par exemple, on dit les trigger warnings, je vois pas. Sauf le dernier, là. Ils viennent de faire... ils viennent de publier Le cœur de Ronce. Oui. Et une réécriture de Podane. Regarde le lien que tu peux faire. Une réécriture de Podane. Mais évidemment, le conte de base contient des thèmes difficiles. Donc là, effectivement, c'est celui qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Pardon, je vais réussir à dire ma phrase. Mais sinon, j'ai jamais vu un roman qui soit très violent ou très, très adulte. Ok. Et Magic Mirror, j'ai pas vu. Sauf celui-ci qui vient de paraître, mais parce que le conte de base était déjà très chargé en noirceur. Bon, après, il faut quand même qu'on se rappelle que tous les contes, pas version Disney, mais les versions originales normales, elles sont pas cool, hein. Elles sont pas soft ni tranquilles, hein. Non, pas du tout. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'analyse des contes de fées de Bettelheim, parce qu'en fait, derrière, il y a plein de choses avec des figures psychologiques, etc. C'est du lourd. C'est du lourd. Donc, très lourd. Sans transition aucune. Alors, Podane. Eh bien, moi, j'ai lu Podam, le livre 1, Les Lilas du Roi, d'Aude Ziegelmeyer, publié chez Gulfstream Éditeur. Donc,
Le livre se passe au royaume de Roncevaux et les personnages principaux que l'on rencontre dans cette histoire sont la princesse Blanche, le fou du roi, le chevalier Roland, Agnès et Margot, les cousines de la princesse. En résumé, au cœur du royaume du Roncevaux se cache le Palais d'Or. Véritable écrin entouré d'une forêt surnaturelle, il renferme les 2 joyaux de son roi, un âne enchanté et la princesse Blanche d'Ivray. Cloîtrée derrière les murs dorés qui l'ont vue naître, Blanche passe ses journées hantée par les souvenirs de sa défunte mère. Lorsque son père lui annonce son projet de se remarier à la suite du bal donné pour l'anniversaire de la jeune femme, celle-ci comprend qu'il a renoncé à faire d'elle son héritière. Le roi compte d'ailleurs profiter des festivités pour la présenter à Armand Mellet, le fils de sa plus grande rivale. Cette alliance pourrait empêcher la guerre qui s'annonce entre leurs royaumes. Blanche n'a que peu de temps si elle veut convaincre son père qu'elle est aussi sage que l'était sa mère et donc digne de le succéder. Elle ne voit ni la folie qui embrase les yeux de ce dernier, ni l'adoration qui illumine le regard de celui que la cour surnomme le fou du roi. Rattrapée par les effroyables secrets que dissimule le souverain, la princesse d'Ivray, Blanche, est prête à tous les sacrifices pour échapper au piège implacable qui se referme sur elle, jusqu'à conclure un pacte magique. Or, dans une tour oubliée du palais, une fée enfermée depuis des années attend son heure, celle de la vengeance. Alors jusque-là, ça ressemble au conte d'origine. On est tous d'accord. Alors, pour moi, ça a été ma première expérience de réécriture de conte. Je tiens à vous le dire, c'est la première fois que je... Enfin, alors là, du coup, ce mois-ci, j'en ai lu plein, donc c'est plus la première expérience. Mais c'était ma première expérience de réécriture et je dois dire que j'ai beaucoup aimé lire cette histoire de Peau d'âme. Je m'attendais pas autant à être touchée par cette histoire, même si je connaissais déjà l'histoire de base. Là, franchement, j'ai vraiment apprécié. On suit le parcours, donc comme c'est dit dans le résumé, de Blanche, une jeune fille qui était à la base destinée à gouverner le royaume après son père, mais le destin prend une tournure tout à fait inattendue lorsqu'elle se retrouve confrontée à une réalité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Devenir reine, non pas pour son droit d'héritière, par son droit d'héritière, mais, comme le conte le dit, en épousant son propre père, plongé dans la folie après la perte de sa femme. Donc jusque-là, on est tout à fait pareil que dans le conte d'origine. Face à cette situation insupportable, comme il est dit dans le résumé, Blanche va se lancer dans une quête vraiment désespérée pour échapper à ce destin tragique. On imagine toutes qu'on n'a pas du tout envie de vivre la même chose qu'elle. Et pour cela, comme dans le conte, elle fait appel à sa marraine, la fée. Mais cette fée, elle est prisonnière depuis très longtemps du roi Alaric, donc le père de Blanche. Et en libérant cette fée, notre héroïne déclenche un bouleversement total de sa vie. Elle découvre rapidement que la magie a un coût et qu'elle devra en payer le prix fort. Voilà où on arrive à la petite nuance, le petit twist qui change par rapport au conte. Au fil du parcours de cette histoire, de cette intrigue et de cette jeune héroïne, on assiste à son évolution. On la voit se rapprocher de ses véritables désirs. Et bien que la colère l'entrave, vous vous imaginez bien, se faire demander en mariage par son père, perdre le droit d'être une héritière parce que son père veut se remarier et avoir un fils, elle parvient peu à peu, au fur et à mesure de l'histoire, à se libérer des contraintes de sa condition de princesse, à tracer son propre chemin, un chemin qui résonne davantage avec ses aspirations profondes. Et j'insiste bien sur tout ça. Vous le saurez quand vous lirez le livre. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est que le récit ne se limite pas juste à Blanche et à ce qu'elle va vivre après avoir scellé son pacte diabolique avec sa marraine. Ça met également en lumière un personnage qu'on ne voit pas vraiment mis en avant dans les contes ni dans les histoires, le fou du roi. Oui, le fou du roi. Il a toute sa place dans l'histoire. Alors, on en voit un petit peu dans l'Assassin royal de Robin Hood, pour ceux qui connaissent, puisque Fitz, un de ses meilleurs amis, peut-être même son seul et unique meilleur ami, c'est le fou du roi. Et donc là, on a le fou du roi qui est mis en avant. Et on a également un chevalier qui s'appelle Roland.
dont on va découvrir tout un tas de choses au fur et à mesure du livre. Donc les points de vue, si ça vous intéresse, il n'y en a que 2, si mes souvenirs sont bons. Il y a le point de vue de Blanche et il y a le point de vue de Roland, qui peut être tout aussi très intéressant. Ces personnages, tous les 3, que ce soit Blanche, que ce soit le fou du roi ou que ce soit le chevalier Roland, ils sont tous en quête de vengeance. Pas pour la même chose, mais ils ont un objectif à atteindre. Et cet objectif, cette quête va leur permettre de se libérer des chaînes qui les entravent et qui va les faire incarner une sorte de anti-héros que j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est pas les héros comme on les voit. C'est des héros qui vont lutter pour une cause juste, qui vont chercher à protéger les plus vulnérables. Ça, c'est le rôle d'un chevalier, on est d'accord. Mais c'est différent de ce qu'on peut voir, je trouve, moi, dans les contes. Et j'ai vraiment aimé ça. Et voir mis en avant le fou du roi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Et on a également, vers la fin... Alors, le livre se compose en 2 parties. Je vous laisse découvrir. Sinon, ça va vous spoiler, donc je vous spoile pas. Mais il y a 2 parties. La première, c'est vraiment, on va dire, le conte en tant que tel, jusqu'à ce qu'elle signe le pacte avec sa marraine. Et la deuxième partie, c'est ce qui se passe, qui est différent du conte d'origine, par rapport à ce que la marraine fait pour se venger de ce que le père de Blanche lui a fait vivre. Donc, on a également un autre personnage qui arrive plutôt dans la deuxième partie, plutôt vers la fin de la deuxième partie, qui est Margot, la cousine de Blanche, que j'ai trouvé aussi très intéressant. Et c'est une réécriture de conte à elle toute seule. Je dirais même qu'elle mélange presque 2 contes à elle toute seule. C'est pour vous dire que vraiment, en fait, on va de chose en chose, et j'ai vraiment, vraiment aimé. Elle est comme la Belle. Elle lit énormément de livres, elle connaît énormément de contes, d'histoires pour enfants. Elle a une connaissance vraiment très, très importante sur les légendes et les mythes. Ça lui permet de voir le monde d'une certaine façon et d'utiliser les récits qu'elle a lus pour trouver des solutions. Voilà. Et après, il y a un autre truc que je vous spoilerai pas, parce que j'ai trouvé ça génial de mettre ça. Et elle le dit pas, l'autrice, quand elle écrit, mais il y a un détail qui fait que tu dis « Ah oui, ça me fait penser à cet autre conte ». Et là, tu vois, tout se met ensemble, tout s'embranche. C'est un mot qui est bizarre, mais c'est pas grave. Moi, je vais utiliser le mot « embranché ». Voilà. Et je suis vraiment impatiente de découvrir le tome 2 qui est prévu pour la fin de l'année 2025 pour voir ce que la suite nous réserve, comment les héros vont s'en sortir, comment ils vont évoluer. Pour moi, Peau d'âme, c'est une œuvre riche en émotions et en réflexions que je recommande vivement à tous ceux qui aiment les contes revisités avec vraiment une touche d'originalité. Il y a vraiment un truc qu'on peut comprendre en regardant la couverture du livre, parce qu'elle ne nous ment pas non plus trop sur ce dont elle va parler. Mais ça, je trouve que ça change vachement... Non, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et on a 2 parties bien différentes et qui racontent chacune une partie de l'histoire. Voilà, je ne vais pas vous spoiler, mais bon, moi j'ai vraiment adoré cette histoire. Et en plus, le livre est vraiment... Canon, magnifique. Et il faut savoir qu'il y a aussi, je vais essayer de vous en trouver. Alors, il y a des en-têtes, je vous le mets à l'envers, c'est pas grave, mais il y a les en-têtes de chapitres. Et je vais essayer de pas vous mettre une image qui est spoilante. Mais il y a des illustrations. Il y a des illustrations. Ah, c'est beau. Ouais. Voilà, et quand je vous parle du fou du roi, il a vraiment sa place dans l'histoire. Et c'est génial. Moi, j'ai vu tellement de fanart, je me dis, oh mon Dieu, ça donne envie. Mais vraiment. Après, mais les personnages, ils ont l'air un peu cassés quand même. Après, on comprend quand même. Alors, c'est dark, hein, mais on comprend quand même un peu. Et après, bon, ça, je vais pas vous spoiler non plus, mais. Voilà, moi, je fais des efforts, je ramène un livre tout rose, et vous avez des livres tristes et tristes. Et trash, voilà. Ouais. Bon, après, derrière, c'est la même, mais. Oui, mais. C'est pas du Disney, ce soir. Non, c'est pas du Disney, mais franchement, moi, j'avais vu... Alors, j'ai lu les contes, le conte de Peau d'âne comme tout le monde. Je sais plus, d'ailleurs, je sais même plus si c'est Grimm ou si Perrault. Et j'ai vu le film avec Catherine Deneuve. Oui, il est connu. Voilà. C'est généralement une référence plutôt que le conte lui-même. C'est vrai que quand je me suis dit, tiens, je vais lire ça, j'ai plus tout de suite pensé au film avec Catherine Deneuve, quand elle a sa peau de bête sur la tête et qu'elle est en train de touiller dans sa petite marmite. Cake d'amour.
Voilà, c'est ça, ou son gâteau, je crois que c'est un gâteau où elle met... Bon bref, je vais pas spoiler pour ceux qui connaissent pas. J'ai dit, mais oui. Mais c'est vrai que c'est du dark. Alors, il y en a que dans des retours que j'ai vus sur Booktube, il y en a qui disaient qu'il y avait des trucs un peu trash. Alors oui, c'est vrai, il y a des scènes violentes, mais j'ai vu plus trash que ça. Maintenant, la façon dont l'histoire est menée, la façon dont elle a twisté le conte, moi, franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça génial. Et les petits clins d'œil, comme je vous ai dit, avec Margot notamment, où tu dis « Ah oui, c'est ce conte-là », et mettre autant en avant le fou du roi. C'est pas le chevalier Roland. Enfin, il est mis en avant, certes, mais c'est pas le chevalier qui est le plus en avant. C'est le fou du roi. C'est pas une préférence, là ? De quoi ? On sent pas une petite préférence en Pour toi, le fou du roi, si, tout à fait. Je l'aime bien. Là, je pense. Là, c'est un gros crush. Non, franchement, elle est bien. Lisez le livre et vous saurez. Ah, mais tu l'as vendu chez moi, je vais le lire après. Hein. Ouais, ça le vend vraiment. Tu le vends vraiment bien. Ah bah tant mieux. C'est le but. Moi, j'ai aimé. Voilà. Mais après, oui, attendez-vous à un truc qui change du conte d'origine. Vraiment. Ouais. Et bon, ça permet à Blanche d'évoluer, de se retrouver, de devenir la femme qu'elle a envie de devenir. Après, c'est le paradoxe. Quand on lit des réécritures de contes, on veut retrouver une histoire, mais ne pas la retrouver. Oui, c'est ça. Donc apparemment, tu es satisfaite de ce petit effet. Voilà. Ah ouais, c'est moins plan-plan que le conte d'origine. Pourtant, bon, c'est pas plan-plan, parce qu'il y a quand même l'image de l'inceste. Quand on disait qu'il y avait des images très fortes et très difficiles dans les contes, là, ça parle quand même un peu d'inceste, de deuil, parce que ça parle aussi beaucoup du deuil, parce que Blanche, donc... alors certes, le père a perdu sa femme, mais Blanche, elle a perdu sa mère. Donc, tu sens que ça l'a vraiment, vraiment impacté dans sa façon d'être, et qui a aussi, en partie, chamboulé pas mal de choses. Ce deuil, et puis tu apprends plein de choses, et franchement, c'est... Ouais, moi, j'ai trouvé ça génial. Puis les faits ne sont... Comme le conte dont tu parlais, les faits sont pas gentils. Du tout. Elles ont des idées derrière la tête, elles font des trucs, genre t'as des phrases à double signification, toi tu crois que c'est un truc merveilleux, alors qu'en fait derrière pas du tout. C'est pas merveilleux. Elle vient de te jeter un sort. Voilà. Donc moi j'ai bien aimé. Après peut-être que dans la série Once Upon a Time, moi j'ai pas regardé la dernière saison. J'ai vu toutes les saisons sauf la dernière. Je crois qu'il y avait 7 saisons. J'ai dû regarder les 6 premières saisons. La 7e, j'ai pas regardé. J'ai eu du mal à accrocher à la façon dont il venait dans le vrai monde plutôt que d'être à Storybrooke. Mais bon, après, je sais pas si... Ils ont pas repris Podane, je crois pas. Podane n'a pas été repris par Disney. En vrai. Non, c'est pas comment tu mettre des paillettes sur l'inceste, je dois avouer. Ouais. Ça, hein. Disney, il aurait pas réussi à refaire quelque chose. Ouais, c'est vrai que c'est un peu trash, le père qui demande sa fille en mariage et qui l'oblige à se marier. Ouais, non, c'est... C'est pas du tout du Disney de tuer un animal dès le début aussi. Enfin, Bambi, tu sais, pardon. Oui, c'est vrai, Bambi. C'est pas du tout du Disney, en fait. Je pense que c'est... Ouais. Bon, après ils tuent les parents dans Frozen, hein, mais... Non, mais dans Disney, leur passion, c'est tuer les parents, quoi qu'il arrive. Ah ouais, mais la façon dont du héros Frozen, je trouve ça un peu violent. Dans Frozen, pour les enfants. Ouais, tu vois qu'ils disent au revoir aux parents et après tu vois le bateau et après ils mettent le drapeau noir, enfin le truc noir sur la peinture des parents. Je trouve ça un peu. Je trouve que le Roi Lion et Bambi, c'est pas soft. Hein. Ouais, le Roi Lion, ok. Ouais, c'est vrai. Et Bambi, t'entends les coups de feu, tu vois l'effroi dans le regard du petit fan, c'est terrible. Moi, je crois que la scène la plus marquante des Disney, parce que j'ai vu Blanche-Neige quand j'étais toute petite, c'est une scène où on voit la sorcière sous l'orage, dans les rochers, je me souviens plus exactement, mais moi, ça m'avait terrorisée. Elle était affreuse, cette sorcière. Quand elle décède, ouais. C'est terrible, mais bon, oui, il y a une part, dans les contes, oui, il y a une part de... C'est une façon de montrer aux gens ce qui peuvent les attendre, aux enfants, que le monde n'est pas si beau, si gentil, et que faut se méfier des apparences. En vrai, il faut vraiment se méfier des apparences. Mais ça, il n'y a pas dans Disney.
C'est pas le but de Disney. C'est plus gentillet, c'est vrai. Alors que le conte de base, t'as quand même le loup qui mange la grand-mère, qui veut manger le petit chaperon rouge. Il y a beaucoup de contes, effectivement, qui sont pour des sortes d'avertissements, on va dire. Alors, il y a plus que ça, mais effectivement, on peut les prendre comme des avertissements, mais Disney, c'est vraiment pas l'objectif. Non. C'est pour faire du joli. C'est pour ça que lisons l'analyse des contes de fées de Bettelheim. J'en reviens là-dessus. Bon, alors là, on a présenté tous nos contes, nos réécritures de mythologie et de contes. Est-ce que vous avez donc, dans l'ensemble, trouvé que ces réécritures étaient plutôt bien faites, ou est-ce que, si vous deviez dire de façon générale, comment vous avez trouvé ça, la réécriture en tant que telle ? Je vous ai coupé le sifflet. Moi, de mon côté, j'ai trouvé que c'était plutôt très bien fait. D'accord. Et en tout cas, que ça participait, on va dire, à la tradition de écriture, réécriture de la mythologie, d'ajout, de retrait, d'ajout de personnages, qui a eu au fil des siècles pour cette mythologie-là. Donc en ça, ouais, je trouve que c'est vraiment une réussite pour le coup. D'accord. Mesdames, pour vous, ça a été... Sur les 2 contes interdits que j'ai lus, comme je l'ai dit tout à l'heure, je reste un peu sur ma fin côté réécriture. On n'a pas assez les codes de chaque conte, en fait, justement. D'accord, trop sur le côté horrifique et trash qui a été mis en avant. D'accord. Et toi, Amélia ? T'as trouvé que c'était une bonne réécriture ? Pour moi, le contrat est rempli. J'ai lu une histoire qui est celle que j'attendais, tout en ne l'étant pas. Ok. En retrouvant les codes du merveilleux, encore approfondi, puisque bien sûr le conte, comme disait Archie par exemple, c'est plutôt des textes courts, ramassés et qu'il faut déployer. Et là, effectivement, ça a été fait fabuleusement, intelligemment. Enfin voilà, je trouve ça bien plutôt réfléchi. Bien réussi. Ok. Bon, après, moi, j'ai beaucoup aimé la réécriture, comme je vous dis, parce qu'en fait, il y a un point dans l'histoire qui change du conte et franchement, j'ai trouvé ça génial. Vraiment bien réussi de la part de l'auteur. Est-ce que vous avez d'autres réécritures de contes ou de mythologie que vous pourriez partager comme titre ou recommander comme lecture si vous en avez fait d'autres ? Moi, je sais qu'en conte de fées, réécriture de conte de fées, un que je recommande quasiment tout le temps quand on me demande, c'est Promenons-nous dans les bois de Gladys Viscardi. Ok. Il y a un point de vue un peu féministe sur la petite chaperon rouge, parce que c'est le chaperon rouge qu'on revisite. Il y a une espèce de nature writing, donc on aime la nature. Il y a un lien qui est très fort avec la forêt. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont revues dedans, et je sais que j'avais énormément aimé. Il faut juste savoir, par contre, si on veut l'essayer, que l'autrice a une plume très abondante et littéraire. Donc ses phrases sont assez longues. Et elle emploie un vocabulaire très riche et littéraire. D'accord, ok. Mais moi, je suis complètement séduite. Voilà. Ok. Il faut juste savoir ça, parce que je sais que moi, je l'adore, mais elle me disait beaucoup on me dit que ma prose, elle est trop longue. Donc voilà, il faut le savoir avant plutôt que d'être déçu. Ok. Et toi, Aurore ? Hormis tout ça, à part déjà, tu nous as parlé tout à l'heure de la BD, de Ils meurent tous à la fin de Lou... elle fait pas des réécritures, elle fait vraiment elle analyse en fait le conte de fées. Ouais, de Lou Luby, c'est ça. D'accord. Non, moi j'ai lu l'an dernier Le Chien Noir de Lucie Barat aux éditions du Typhon. Oui. On me l'avait vraiment vendu comme une réécriture donc de Barbe Bleue, et là pour le coup je retrouve beaucoup plus de codes du conte de Barbe Bleue. Mais il y a toute une dimension qui est tellement plus fantastique. J'ai envie de dire que c'était une très belle réécriture de conte, plutôt bien écrite pour le coup. Mais il y avait toute cette partie fantastique à laquelle je m'attendais pas du tout, qui m'a un peu laissé pantoise en fait à la fin de ma lecture. Je me suis vraiment posé la question. Je trouve que c'est réussi parce que je m'en souviens encore et que je peux encore en parler de l'écriture, de l'univers. Mais ça reste très éloigné quand même du Barbe Bleue qu'on connaît, avec la relation entre les sœurs, le côté, le rythme aussi. Il y avait toute une partie de Barbe Bleue qui pour moi définissait Barbe Bleue, que j'ai pas forcément retrouvée dedans. D'accord. En fait. Ok. Et toi, Archie, t'as une idée de... Moi, j'ai pas vraiment de revisite au sens propre du terme, mais j'ai pensé à La forêt des Mythagos de Robert Holstock, qui est c'est une histoire qui se passe donc, comme son nom l'indique, dans une forêt, et dans cette forêt prennent vie
certains personnages ou certains mythes connus, mais ça va des mythes, des personnages de mythologie grecque, comme justement de la mythologie celtique, etc., etc. D'accord. Et j'ai beaucoup aimé le premier volume parce qu'en fait c'est en 4 ou 5 tomes, il me semble. D'accord. Et j'ai lu le premier il y a quelques temps de ça, et j'ai bien envie de m'y remettre et de relire la suite parce que c'était vraiment bien. Ok. Alors moi, en ce qui me concerne, ce mois-ci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début d'épisode, mon thème a été exactement le même que celui de ce book club. J'ai choisi toutes mes lectures du mois en fonction de la réécriture de contes ou de mythologie. J'ai commencé par lire Ésudem d'Ingrid Rowen, qui parle du mythe de Méduse, mais sous une autre façon de voir les choses et qui met très en avant la sororité, que j'ai trouvé très intéressant. J'ai lu aussi When The Star Comes Out de Scarlett Sinclair, celle qui a écrit Hadès et Perséphone, que je n'avais pas apprécié à l'époque. Là, il n'y a pas de scène de smut. Déjà, c'est super cool. Moi, j'ai adoré. Et là, on est sur une réécriture plus genre urban fantasy d'Eurydice. Ok. Voilà, donc c'est une jeune fille qui arrive dans un nouveau lycée et qui voit les morts. Et il se passe plein de choses et elle découvre plein de choses dans la ville dans laquelle elle a atterri. Ensuite, j'ai lu également The Whisper Weeks, le labyrinthe sans fin de Jordan Lees, que j'ai fini avant-hier, je sais plus. Et alors là, c'est un roman jeunesse qui m'a beaucoup fait penser à un mélange entre Sheldon Cooper et À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Voilà, c'est l'histoire donc d'un petit garçon très pragmatique, très logique, la magie n'existe pas, qui vit dans un monde normal, et puis un jour il rencontre il découvre une petite poupée chez lui, et une nuit la poupée l'emmène dans un autre monde qui s'appelle Dédaleum. J'espère que je prononce bien, qui est en fait une ville avec un minotaure au centre, et c'est une ville qui est en forme de labyrinthe. Donc là, c'est la réécriture du coup du minotaure, et c'est un monde qui est complètement pas logique, complètement absurde, dans lequel forcément il est perdu, lui, et il va vivre une belle aventure, rencontrer une jeune fille qui est à la recherche de son frère, et en fait, on est dans un labyrinthe qui change en fait tout le temps. Donc si tu t'éloignes de chez toi, tu n'es pas sûr de rentrer chez toi en fait un jour. Ok. Et donc son frère a disparu, et donc elle part à sa recherche à l'aide de Benjamin, le petit garçon. Et c'est tout mignon. C'était vraiment très agréable à lire. Donc voilà, là j'ai vraiment lu tout ça. Et là on va passer à nos lectures en cours. Donc qu'est-ce que vous lisez en ce moment comme lecture ? Vous avez commencé quoi comme livre ? Amélia ? Moi, je vais rester sur de la réécriture de contes, et j'allais commencer ce soir ou demain Le dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scrobala. D'accord. Le héron d'argent, je crois. D'accord. Il vient de le publier, et c'est une réécriture de la petite sirène, mais après et du point de vue de Vanessa, donc c'est Ursula, la sorcière des mers quand elle est en humaine. Ok. Aurore ? Alors moi, je fais un peu une pause sur les romans. En ce moment, je lis vraiment beaucoup de BD parce qu'il y a la rentrée littéraire qui arrive en octobre. Et donc, je lis en BD déjà sortie. Je lis Le Dernier Debout de Robert, je crois, qui est une BD sur la boxe. Et sinon, je lis plusieurs autres BD qui sortiront à la fin de l'année. Donc, j'ai hâte de parler. J'imagine. Et toi, Archie, quelle est ta lecture en cours ? Je viens de terminer aujourd'hui Vertèbre de Morgane Cossarieux. Et donc, c'est une autrice de horrifique, dans le genre horrifique en France. Et j'avais jamais encore pris la peine de découvrir sa plume, et ça fait longtemps que je voulais. Et j'ai pas été déçu du tout. J'ai trouvé ce roman vraiment génial. C'est une revisite, pour faire simple, une revisite du mythe du loup-garou, mais on va dire par le prisme du quotidien, de la transformation. Il y a une question de sexualité, de genre, etc. Il y a plein de choses. Enfin, c'est vraiment hyper bien fait, hyper bien écrit. Et donc, j'ai hâte. Je lui ai acheté 2 autres romans d'Imaginal, et j'ai hâte de les lire aussi. Et je pense que d'ailleurs, dans celui d'après, dans Visqueuse, il me semble qu'il y a un aspect de revisite du mythe de Mélusine, d'ailleurs. Sauf erreur. Mais je l'ai pas encore lu, donc à voir. Ok. Et donc, moi, je continue sur le thème des réécritures, et
j'ai commencé hier soir à lire juste le prologue de Absolu, le tome 1 de Margot de Seine, les mobilisés, je crois que c'est le titre. Et de ce que j'avais cru comprendre, ce serait une sorte de réécriture du Minotaure. Il y a une ville qui est fermée, Varsovie, il y a un monstre qui est à l'intérieur et il faut aller le tuer. Voilà. Et il y a des jeunes qui sont envoyés régulièrement là-bas pour pouvoir détruire cette chose. Donc bon, je verrai bien. J'en ai pas lu grand-chose, j'ai lu que le prologue, donc je ne sais pas trop. Ça commence déjà un peu comme le cheval de Troie, donc je me dis bon, on est pas mal. Voilà pour nos goûts, nos choix de lecture de ce mois-ci. Aurore nous a présenté la version horrifique des contes, de la réécriture de contes. Amélia nous a présenté une réécriture plutôt twistée, pimpée, qui change de la donne des contes habituels. Archie nous a présenté une réécriture de la légende morganienne, du coup, parce que c'est pas la légende arthurienne qui est réécrite, c'est celle de Morgane. Et puis, donc moi, je vous ai présenté la réécriture de Podham. Toutes ces lectures ont, comme vous l'avez constaté avec nous, été de très très bonnes lectures, plus ou moins bonnes lectures. Et ben voilà, on vous a présenté aussi nos livres en ce moment. Donc voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a plu, que vous avez fait le plein de nouvelles découvertes pour compléter vos wishlists de livres ou d'autres choses. Si vous avez aimé ce book club, alors n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Si vous souhaitez également nous suivre sur nos pages Instagram, vous pouvez nous retrouver sur @archi_auteur, @a_souvencam, @AméliaFeza et @Jess_Angel. Et si vous avez des questions ou si vous voulez partager vos propres recommandations, vous pouvez nous envoyer un mail à ducappuccinoetdelivres@gmail.com. Nous serions ravis de pouvoir vous lire. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite. Au revoir les copains. Bonne soirée. Au revoir et bonne lecture. Bonne lecture à tous. Salut.